vais me tourner vers notre conférencière virtuellement pour introduire en fait son propos et l'introduire elle. Alors Anne-Sophie, en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était une conférence qui était organisée par un Thibaut Brière, qui a écrit un livre qui s'appelle Démocratie en entreprise, qui a beaucoup travaillé comme philosophe d'entreprise. Et Thibaut donc avait invité Anne-Sophie, donc sur une thématique très intéressante, puisque c'était sur la biscuiterie Poult, qui, pour ceux qui connaissent l'univers des entreprises libérées, sociocratie, holacratie et tutti quanti, a longtemps été mis en avant comme un exemple extraordinaire. Je me réjouis à l'avance pour vous, parce que Anne-Sophie fait partie en fait de ces esprits extrêmement brillants, extrêmement bouillonnants, d'une humilité totale, et qui en fait sont toujours à l'affût de ce qui fait sens et en quête de donner du sens, et sans aucune frontière disciplinaire. En fait, je me définis pas forcément ni par des fonctions, ni par des compétences, parce que j'ai pas mal navigué d'un endroit à l'autre, et notamment dans les champs disciplinaires dont tu parlais. Bon, du coup, j'ai commencé moi par faire des études d'ingénieur, un peu comme je pense la plupart des gens qui sont autour de cette table virtuelle, à l'école centrale. En fait, j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par faire 2 ans à l'école normale supérieure à Cachan, qui m'ont pas convenu. Donc, je suis repartie à l'école centrale. Quand un truc m'ennuie, en fait, je change assez vite. C'est aussi, ça joue dans le fait d'être éclectique dans mes fonctionnements et mes approches. Donc en fait j'ai commencé par ça, et en fait ça m'a amené déjà, c'est très drôle parce que dès que j'ai commencé mes études supérieures quoi, j'ai déjà commencé à me poser des questions sur les organisations, parce qu'à l'école normale de Cachan, moi ce qui m'a scotché, c'est que j'arrivais dans un environnement, moi je rêvais de faire de la recherche avec mon cerveau qui tourne sans arrêt, et j'ai été vraiment mais choquée en fait. C'était en 97 et 98 que j'étais choquée par justement les frontières interdisciplinaires, les problématiques organisationnelles et hiérarchiques, et de monter au pouvoir entre guillemets, qui me paraissaient décalées par rapport à l'objectif un peu idéaliste de recherche que j'avais visualisé, qui n'est pas mon environnement familial et personnel, donc j'avais pas forcément vu en vrai. Et j'ai trouvé que finalement l'organisation que j'avais rencontrée, ou que je trouvais, allait plutôt pas m'aider à avancer dans mes réflexions ou dans ma propre construction, et me permettre d'apporter ma pierre à l'édifice, mais plutôt l'inverse, que ça allait petit à petit m'étioler, et du coup je suis pas restée. Donc je suis repartie, j'ai repassé des concours donc 2 ans plus tard, je suis rentrée à l'école centrale, et là en fait j'ai tout fait pour surtout pas plus me spécialiser pour sortir d'un carcan scientifique, parce que du coup à Cachan j'avais été obligée de me spécialiser en chimie, et ça m'intéressait, mais pendant 2 ans ça m'a intéressé, mais ça m'aurait pas intéressé beaucoup plus longtemps, parce que c'était justement trop spécifique et trop précis. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler aux frontières, aux interfaces. Et c'est là où, de fait, quand j'ai commencé à travailler, après, j'ai travaillé pendant 7 ans au sein du groupe Renault, après mes études à l'école centrale. Et en fait, dans ce groupe-là, j'ai aussi pu observer un certain nombre de choses qui sont hyper intéressantes sur le plan du mode d'organisation et des modèles d'entreprise. Parce que comme c'est un groupe qui est immense, qui est international, et qui a une organisation qui est pensée justement pour travailler avec 100 000 collaborateurs dans le monde, j'étais là quand Carlos Ghosn est arrivé. Et tout en travaillant sur des sujets de stratégie d'organisation tout à fait passionnants à l'international, ce qui me permettait de voir plein de modes culturels différents. Donc tout ça m'intéressait déjà beaucoup. Mais en même temps, je voyais l'organisation, la manière dont l'organisation se mettait au service finalement d'un objectif et d'une stratégie d'entreprise, que moi je percevais à mon niveau de salarié, mais que je percevais quand même de façon assez pertinente, on va dire, je pense déjà à l'époque, parce que je sentais quand Carlos Ghosn est arrivé, alors j'ai décidé de partir ce jour-là parce que j'ai trouvé qu'il m'inquiétait, ce gars-là, et en fait il m'inquiétait parce que je trouvais qu'il mettait en place une organisation qui était complètement, tu parlais tout à l'heure Michel des problématiques de stress et de ce que ça peut générer, il mettait en place une organisation qui était très anxiogène, parce que en fait, tout le monde pouvait contrôler tout le monde, et plus les postes n'étaient plus du tout bien définis. Alors, c'est intéressant, je reviendrai dessus sur les entreprises libérées. Et en même temps, il définissait des objectifs tout seul, et ensuite les gens devaient se démerder pour les atteindre. Et moi, je trouvais ça très angoissant déjà à l'époque. Je trouvais ça pas du tout, ça prenait pas du tout en compte les gens qui faisaient l'entreprise.
Je trouvais que c'était une organisation qui était plutôt, qui avait plutôt tendance à étouffer les gens qui n'étaient pas dans le moule, on va dire, et qui avaient des modes de fonctionnement hyper intéressants, mais pas du tout typiques. Et je trouvais ça dommage. Et puis ça a conduit quand même. Moi, je suis partie à peu près à ce moment-là à cette vague de suicides là qui a été heureusement bon, ça a été un nombre limité, mais qui a été quand même très choquante pour tout le monde et qui pour moi était la conséquence directe de toutes ces choses qui s'étaient mises en place les années précédentes. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Enfin moi j'aime beaucoup la systémique parmi les sujets de psycho sur lesquels j'ai retravaillé depuis. Et déjà de l'intérieur, je trouvais que ce modèle dans de très grosses entreprises était un objet d'étude tout à fait passionnant. Ensuite je suis rentrée chez Poult. Et là c'est intéressant parce que chez Poult je suis rentrée à ce moment-là, personne m'a parlé de l'organisation de cette entreprise. Je suis rentrée là-bas en 2008. Ils avaient commencé à réorganiser à partir de 2006-2007. Mais là en fait on avait des directeurs qui étaient pas super partant finalement sur le changement d'organisation. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu du changement d'organisation de Poult parce que je pense que c'est intéressant d'avoir le contexte pour après amener quelques pensées supplémentaires par rapport au sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Mais en fait, ils étaient dans une forme d'expectative qui était on va regarder de quel côté de la ligne la balle tombe et on décidera ensuite de quelle position on va prendre par rapport au choix d'organisation qui a été fait. Ce qui du coup était pour moi très intéressant parce que finalement j'étais recrutée sur un poste qui me plaisait, qui était un poste en marketing, gestion de projet. Donc moi je vous parle depuis Toulouse, je vous ai pas dit, moi je suis confinée à Toulouse, ce qui est une chance, j'ai vu qu'il y avait au moins une autre personne qui était dans le même cas que moi. Mais du coup, en fait, donc il y avait ce côté, j'avais cette envie de rejoindre cette zone-là, cette région-là. Et puis après, j'avais un job qui me plaisait beaucoup parce que moi, travailler dans les biscuits, ça me parlait beaucoup plus que de travailler dans l'automobile. Et donc, j'étais très contente de prendre ce poste où finalement, assez rapidement, comme la boîte était plus petite, je pouvais très vite avoir cette vision d'ensemble qui me manquait. Que chez Renault, j'essayais de reconstruire, on va dire, depuis mon point de vue de salarié. Mais là, en fait, quand je suis arrivée dans le groupe Poult, où il y avait 800 salariés, à peu près 800 salariés en France, c'était assez facile d'avoir assez vite une vision d'ensemble du périmètre. Et donc, ça m'a intéressée parce que j'ai pu très vite accéder à la façon dont ça fonctionnait. Et finalement, quand j'ai découvert 2 ou 3 mois après être arrivée dans l'entreprise, ce mode d'organisation dont le RH m'a parlé un peu un peu du bout des lèvres, en mode moi j'y crois pas, mais bon je t'en parle, le truc un peu sulfureux. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit que si j'avais su que c'était l'organisation de cette entreprise, je me serais battue encore plus pour y rentrer. Et donc très vite en fait j'ai réorienté mon travail pour devenir finalement on va dire cheville ouvrière et en même temps j'ai eu la chance d'être dans les 2 profils, un peu ce que tu disais Michel, mais cette chance d'être à la fois dans la mise en œuvre, dans le côté très praticien et vraiment praticien au plus près du terrain, dans des déploiements opérationnels de tous ces changements d'organisation, et à la fois dans la partie conceptuelle, comment on pense les organisations, comment on pense les étapes suivantes, avec qui on le fait, et quelles ressources on va chercher pour éclairer notre démarche, puisque nous, on est finalement très vite embourbé dans l'opérationnel et ça nécessite à un moment donné de prendre de la hauteur et du recul. Et donc, j'ai fait les 2, c'est-à-dire qu'à partir de 2010, donc en gros, je suis arrivée en 2008 chez Poult, à partir de 2010, moi, j'étais dans une équipe qui s'occupait en partie de ce sujet. Je m'occupais aussi d'innovation, de management de l'innovation au sens où du coup je passais de marketing à plutôt accompagner les gens à être eux-mêmes acteurs de l'innovation et ça c'était un point très important dans cette évolution d'organisation. C'était aussi de redonner aux gens des perspectives et la connaissance, comment dire, une forme d'appréhension de leurs propres compétences. Donc notamment, on parle d'ouvriers de production puisque sur les 850 salariés, là, il y en a. Alors, c'est des chiffres fluctuants. C'est pas parce que je me gourde dans les chiffres, c'est qu'en fait, c'est des secteurs d'activité dans lesquels il y a beaucoup d'intérim. Donc, on est en général, suivant les saisonnalités, quand on dit 800, 850, c'est que ça peut varier de l'ordre d'une centaine de personnes en fait, en fonction des moments. Donc, on n'a jamais de chiffre très précis du nombre de salariés, notamment en agroalimentaire. Et donc, en fait, on avait 80% des gens qui étaient du coup des ouvriers en production, dont certains du coup sur des profils de main-d'œuvre plus type intérimaire. Et l'idée, c'était d'aller redonner à ces personnes des leviers d'action et la compréhension du système dans lequel ils étaient pour qu'ils puissent y contribuer. Et donc en fait, la chance que j'ai eue là à ce moment-là, c'est de pouvoir m'intégrer dans tous les sujets qui permettaient de réfléchir à cette organisation, qui était quelque chose que je faisais depuis que j'avais commencé à travailler, et où là d'un coup en plus j'ai pu mettre en perspective de ce que j'avais déjà appris, on va dire sur le terrain, mais sans y être directement confrontée, de mes expériences précédentes.
Donc à la fois, je vous parlais d'école normale, et c'était aussi vrai de Renault. Et là, d'un coup, on pouvait non seulement, au-delà de faire le constat de ce qui n'allait pas, ce qui était un peu le cas de ce que je vous ai dit avant. Donc une fois qu'on l'avait constaté, c'était super, mais je pouvais changer un peu de choses autour de moi, mais pas beaucoup plus. Là, en fait, je pouvais. C'est pas ça n'allait pas, c'est qu'ils étaient déjà en mouvement pour changer. Et l'idée, c'était qu'on pouvait tous être acteurs. Alors moi, je me suis vite positionnée pour l'être à ces niveaux d'organisation et de stratégie, parce que je trouvais ça passionnant de pouvoir me pencher sur un système qui était en pleine réorganisation, en pleine transition managériale. Et donc, en fait, à partir de 2010, je m'en suis occupée jusqu'en 2017. Avec plusieurs jobs, parce que j'ai changé quasiment tous les ans de périmètre de mission. Et puis, on était en mode projet, donc de toute façon, l'idée, c'était surtout de travailler sur. Finalement, on allait d'un sujet à l'autre, et puis de constituer des équipes pour travailler sur chaque sujet. Et donc les spécificités de Poult, alors on échangera après parce que je suppose qu'il y aura quelques questions pour ceux surtout qui ont peut-être déjà eu l'occasion de lire, de connaître, d'étudier ce qui a pu être écrit. Alors il y a des différences entre ce qui est écrit et ce qui a été fait, hein, mais sur ce modèle d'entreprise, c'est une entreprise qui a été très loin. Alors nous on n'appelait pas ça entreprise libérée parce qu'en fait comme ça a démarré en 2006 et que Getz a dû commencer à publier en 2010, en fait c'était plutôt une notion de démocratisation. C'était ce mot-là qu'on utilisait et d'ailleurs que Thibaut, en effet avec qui j'ai beaucoup interagi après, utilise aussi, qui me paraît plus adapté par rapport à ce qu'on faisait. Mais du coup, on parle de démocratisation d'entreprise et donc l'idée c'était de mettre en place un système dans lequel petit à petit on redonnait à chacun la capacité d'agir sur ce système-là, d'abord à son niveau, et puis ensuite beaucoup plus largement, et c'est ça qui était beaucoup plus ambitieux, à un niveau d'organisation que même les scopes finalement nous disaient ne pas aller chercher parce que c'était très angoissant finalement pour beaucoup de mettre en place un système aussi ouvert. Alors le principe, c'est que d'abord on a commencé par l'innovation. Donc ce qui est intéressant quand on met en place ce type d'organisation, c'est d'être dans une logique où on oscille entre des changements qui sont culturels, qui sont souvent ceux à quoi s'arrêtent les entreprises, c'est-à-dire par exemple mettre en place, je veux dire n'importe quoi, mais des boîtes à idées, quelque chose qui va être participatif, tout ce qu'on a fait autour de l'innovation, mettre en place des groupes de réflexion, travailler sur de l'innovation collaborative, d'abord participative puis collaborative, et puis après tout ce qui va être autour de donner aux gens de quoi comprendre et analyser, donc beaucoup de communication, beaucoup de transparence de l'information. Et en fait, dans le système dans lequel on était, ce qui me convenait aussi assez bien, c'est qu'il y avait quasiment aucune information qui était cachée aux gens. Il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément le droit de dire. C'est-à-dire, par exemple, c'était quand même une entreprise qui était souvent en investissement, sujet sur lequel je reviendrai. Donc, quand il y avait des rachats, des machins, des trucs comme ça, on n'était pas censé communiquer sur notamment les acteurs qui étaient en lice pour acheter. Mais on avait tendance à toujours communiquer sur les opérations en cours parce que de toute façon, comme on disait, quand il y avait des visites, etc., on expliquait toujours aux gens qui venaient pourquoi. Finalement, ça servait à rien de laisser s'entretenir des fantasmes sur ces visites-là. Ce qu'on évitait, c'était de dire les choses sur lesquelles, vraiment, contractuellement, on n'avait pas forcément le droit de communiquer. Donc, quand on devait racheter une boîte, forcément, là, il y a des accords de confidentialité quand on est sur les rangs parce que c'est prévu comme ça. Mais on était très transparent sur le fait qu'il y avait des choses en cours. C'était déjà, ça allait très loin parce que beaucoup de boîtes, et d'ailleurs Poult aujourd'hui, je fais plus du tout ça, mais beaucoup de boîtes évitent bien sûr d'en parler et souvent vous l'apprenez le lendemain du jour où ça a été signé en haut lieu et tout le monde découvre et débarque et doit s'y adapter directement. Et donc ça, je parle de ce sujet parce que c'est des sujets sur lesquels en général on communique peu auprès des salariés, donc ça c'est vraiment le sujet typiquement stratégique. Mais après, ça voulait dire aussi donner beaucoup d'outils aux gens pour comprendre tout le système dans lequel ils étaient. Donc, par exemple, sur l'innovation, c'était d'accompagner des groupes dans lesquels on faisait un travail de brainstorming, des groupes de travail ensuite qui déployaient les idées. Et pour ça, en fait, on alimentait au fur et à mesure avec, par exemple, pour faire une bonne réflexion avec un groupe, c'est pas genre quelles sont vos bonnes idées, c'est voilà le marché tel qu'il est. Et donc finalement, le marketing devenait pourvoyeur. Je donne l'exemple du marketing, c'est le métier que j'avais, mais pourvoyeur d'informations et non plus décideur ou unique entité qui réfléchissait à la création de nouveaux produits. Mais l'idée, c'était de qualifier en fait ce travail pour pas que ce soit juste comme parfois les boîtes à idées. Enfin, je donnais cet exemple, ça n'a jamais trop existé en fait dans l'entreprise, mais pour sortir justement d'un système où on donne un peu toutes les idées et puis après il y a des gens qui les choisissent, quoi. On a eu cette phase parce que c'est souvent par phase successive. Donc ça c'est la partie vraiment culturelle. Et la deuxième partie qui du coup est intéressante après il y a une partie culturelle. Ensuite il y a une partie qui est autour de tout ce qui est process, règles, systèmes, en tant que tel. Ça c'est un peu un truc qui se met en place en aller-retour aussi au fur et à mesure des changements d'organisation parce que c'est très itératif. C'est comme on est dans quelque chose qui n'est pas nécessairement théorisé et qui en plus n'est pas un modèle qu'on déploie de façon typique, systématique dans toutes les entreprises qui décident de le faire.
il y a une nécessité d'être en permanence à la fois dans l'action pour avancer et à la fois dans le recul sur l'action pour prévoir l'action suivante. Et on devient fou, je peux vous le dire tout de suite. C'est vraiment des sujets sur lesquels c'est hyper stimulant, mais par contre, c'est hyper fatigant, ce qui est d'ailleurs souvent reproché à ces entreprises par rapport à des profils de gens qui sont naturellement plutôt engagés et qui du coup se laissent vite embarquer dans ce type de système-là avec quelque chose qui s'arrête plus, quoi. Et donc en fait il y avait cette partie la partie culturelle, les process qui sont un peu en transverse, qui font le lien entre les deux, et une partie organisationnelle, et avec en fait des allers-retours entre ce qui est culturel en général un peu plus simple, c'est-à-dire on forme les gens, on leur apprend justement à faire de la créativité, on leur donne des outils, on communique, on met en place des outils pour qu'ils puissent échanger, tous ces supports-là. C'est ce que chez Google, par exemple, ça va être aussi mettre en place des espaces, ce qui a été fait aussi dans certaines usines à l'initiative des salariés, mettre en place des espaces dans lesquels les salariés peuvent se retrouver, échanger, où ils ont soit l'initiative de l'aménagement, par exemple, de leur salle de repos pour que ça soit plus adapté, etc., ce genre de choses. Mais le plus important, c'est pas ça. Ça, c'est la partie, la première phase qui est assez motivante, mais qui est pas forcément c'est la partie organisationnelle, et c'est là que ça s'arrête en général dans les entreprises, parce que c'est ça qui est le plus engageant, c'est qu'à un moment donné, il faut basculer à autre chose. C'est-à-dire que si on veut radicalement changer un modèle d'organisation, il va être important en fait de se poser la question de comment, comment dire, c'est quelle est la prochaine organisation qu'on va mettre en place, comment on la construit, comment on la déploie. Et dans la logique de ce qu'on avait fait nous, en fait, on faisait faire ça aussi par les gens qui étaient concernés. Alors ça, là, encore plus, vous devenez encore plus fou, parce que c'est des choses qui en général sont proscrites par tout bon cabinet de conseil en organisation. C'est de demander à quelqu'un qui va être concerné par un changement d'être lui-même l'acteur de ce changement-là. Alors c'est des choses qui seront et en effet c'est compliqué. C'est là où finalement le job des cadres devient vraiment un job d'accompagnement au changement, mais sur un sens assez psychologie, on va dire psychologie sociale, psychologie individuelle, et avec des vrais besoins d'être en soutien sur des transitions avant même qu'elles aient lieu. Donc je vous expliquerai ça si ça vous intéresse. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles je reviendrai peut-être pas, parce qu'on va peut-être pas avoir assez de temps, mais ces sujets-là sont hyper importants parce que c'est tout le changement de posture que ça nécessite. Et finalement, les changements se passent à tous les niveaux, donc du plus encadrant, on va dire, au plus opérationnel. Et donc, en fait, le truc, j'avais dit que je commencerai par ça, mais je pense que vous avez été assez, pour ceux qui ont l'habitude de ces échanges, parce que j'avais pu constater avec Michel qu'on était très alignés aussi sur cette partie-là. On estimait pour nous qu'il n'y avait pas d'alternative, et c'est pour ça qu'on parlait aussi de biais cognitif en introduction avec Paul-Antoine et Michel. Ça, c'était mon propre biais cognitif aussi qui est comme ça, et ça éclairera certainement sous un certain angle le reste de mes réflexions aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, nous, on était convaincus, comme d'autres personnes qui réfléchissent à ces sujets, qu'il n'y avait pas d'autre choix que de changer. C'est-à-dire que en fait, on avait la certitude que dans le monde tel qu'il est et tel qu'il évolue, et j'ai vu qu'il y avait eu des conférences à XSHS qui avaient été positionnées autour d'aspects plus sociologiques, en fait, dans un monde qui change aussi rapidement, et notamment avec des gens qui sont si impactés dans leur mode de fonctionnement et là on est encore en train de vivre une transition, mais on voit que les nouveaux arrivants sur le marché du travail n'attendent plus du tout les mêmes choses que ceux qui y étaient il y a 30, 40 ans, et même moi j'ai commencé à travailler en 2001, et il y a déjà des écarts qui sont énormes, et on parle de 20 ans, donc c'est spectaculaire. Mais en fait, quand on a autant de transitions en si peu de temps, sur le plan sociologique, ça paraît assez indispensable de se reposer la question de comment on organise tout ça. Et pour nous, sur le plan économique, ça avait aussi du sens, parce qu'on considérait qu'à un moment donné, le fait et ça fonctionnait jusqu'à un certain point, et c'est vrai que ça pourrait prendre plusieurs heures d'en parler aussi, mais jusqu'à un certain point, le fait d'aller chercher les potentiels des gens et non plus de s'appuyer sur une organisation hyper rodée, très carrée, très structurée, très limitante, mais qui permet d'avoir un résultat, on rentre un truc, il y a un truc qui sort, on sait à peu près ce qui va sortir. Nous, on savait pas. Par contre, c'était toujours des bonnes surprises. Et en fait, l'avantage de laisser la porte ouverte à beaucoup de possibilités, c'est que ça permet de ne pas se limiter quand finalement, chemin faisant, on doit prendre un autre chemin. Et on avait notamment mis en place des choses assez radicales comme supprimer le budget, supprimer les primes individuelles, supprimer le comité de direction. Et c'est pas des trucs de baba cool, c'était vraiment super. Enfin, Carlos Berkaren, qui avait porté tout le projet depuis le départ, est quelqu'un qui a été ancré dans la finance et qui a une vision qui est très qui est dans la performance. C'est-à-dire, quand on regarde les modes d'organisation, on n'était pas dans une organisation qui avait juste pour objectif, on considérait que la performance découlerait du fait qu'on allait mettre en place un système où les gens donneraient le meilleur d'eux-mêmes.
ce qui est le discours qui est en général porté autour de l'entreprise libérée. Sauf qu'il y a autant d'entreprises libérées que d'entreprises qui se revendiquent de l'être, parce que il y a aucun système aujourd'hui qui n'est identique. J'ai eu aussi cette chance, du coup, chemin faisant, pareil, de croiser beaucoup d'entreprises qui se sont mises dans ces modes d'organisation, en tout cas, qui ont essayé de faire ce type de projet, de mettre en place ce type de projet. Donc, au-delà du fait que c'est loin d'être simple, hein, et je vais revenir sur ces histoires de crise parce que je pense que c'est ce qui est intéressant de partager plus spécifiquement aujourd'hui, c'est surtout que j'ai constaté qu'il n'y avait pas deux manières de déployer qui étaient identiques en fait. Ça dépend énormément du dirigeant, de là où en est l'entreprise, de son type d'activité, de sa culture, de son histoire. Enfin, certains vous connaissez Fazi, ce type d'entreprise va pas du tout être dans le même type d'historique. Peut-être plus proche de Poult, mais on a d'autres entreprises comme Innovon, qui est une entreprise hyper récente, vous connaissez peut-être aussi, mais enfin toutes ces entreprises qui ont tourné dans ce système-là, finalement, quand on les côtoie, on s'aperçoit qu'il y a des points communs. Donc c'est ça qui est intéressant, et qu'il y a surtout beaucoup de différences qui sont. Et donc finalement, c'est ce qui est exigeant dans ces modes d'organisation, c'est que tous on est d'accord sur le constat qu'il faut changer, tous on obtient des résultats qui sont assez intéressants et en tout cas qui sont prometteurs, on va dire, qui sont pas forcément toujours totalement sous contrôle, heureusement. Mais par contre, on a souvent tous mis en place des choses différentes, des manières différentes d'y aller. Donc quand on se voyait, quand on se retrouvait entre personnes qui travaillaient sur ces sujets-là, en fait, on réfléchissait à comment on allait faire pour chacun sur certains sujets. On avait un peu tous les mêmes problèmes et on savait pas comment y répondre. Donc on essayait d'y réfléchir ensemble. Et moi, j'ai travaillé aussi avec des chercheurs sur ces sujets-là. Et en fait, ça m'a amené tout ça à finalement. Si un dernier truc sur la raison pour laquelle il faut changer, c'est que j'aime bien en parler parce que c'est un peu le sujet que j'allais aborder, c'est que du coup en 2015, moi j'ai repris des études de psychologie, comme j'aime bien étudier, à la fac à Toulouse, qui j'ai trouvé parce que j'adorais ce que j'étais en train de faire, mais je trouvais qu'il manquait une partie conceptuelle parce que finalement dans mes cours j'avais pas trop appris. J'avais beaucoup lu depuis que j'avais commencé à travailler, mais j'avais pas trop appris dans mes cours ce qui relevait de ces sujets-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment dommage de pas avoir ces matières qui sont enseignées un peu plus, notamment dans nos écoles, parce que finalement, c'était le nerf de la guerre, quoi. Et finalement, les théories de management ne sont que la digestion de théories de psychologie de tout genre, cognitive, développementale, sociale, voire même clinique. On peut même aller jusque-là dans certains cas. Et que finalement, le fait de revenir à la source des expériences qui ont été digérées, on connaît tous des expériences qui sont les expériences de Stanford, enfin des trucs qui sont marquantes parce que c'est des expériences dans lesquelles on montre le rôle d'agent, par exemple. Je sais pas si vous connaissez cette expérience dans laquelle il est demandé par quelqu'un qui a une blouse blanche à quelqu'un d'autre de torturer une personne qui est en fait un complice. Et même si le mec crie, tant que le mec a la blouse blanche dit à la personne de torturer, il continue. Enfin, il est montré qu'il continue, quoi. Mais quand on regarde toute l'expérience, c'est ça qui est intéressant en fait en reprenant ce type d'études-là, c'est vraiment d'aller à la racine et vraiment à la base, hein, parce que pour l'instant j'ai ma licence, je suis en maîtrise cette année et je fais plutôt de la psychopatho. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'expérience elle est bien moins et on revient sur les biais cognitifs, elle est bien moins, comment dire, noire et blanche que ce qu'on peut en raconter. Parce que ça, on aime tous les histoires. On raconte tous l'histoire en fonction de ce qui nous arrange. Et moi, la première, hein, quand je raconte, forcément, je raconte avec mon propre biais cognitif. Mais par contre, on retient du coup les choses en fonction de ce qui nous est raconté. Et quand ça a été digéré, en fait, il manque un peu tous les paramètres, ces expériences qui sont assez anciennes et qui ont été conduites de façon assez méthodique. Et il y a plein de configurations. Et finalement, c'est pas si tranché en termes de conclusion que ce qu'on pourrait imaginer en ayant juste l'histoire, quoi. Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ces types d'expériences-là. Il y a beaucoup de biais, il y a l'expérience de la prison aussi, là, où à un moment donné, ils reproduisent des conditions d'une prison et ceux qui jouent les rôles, ils ont tiré au sort les prisonniers et puis le personnel. Et en fait, il y a d'énormes polémiques sur ce sujet, d'ailleurs, que vous connaissez sans doute, mais ça a été écrit. Mais beaucoup de ces expériences, en fait, ont eu ensuite des contre-analyses, parce qu'en psychologie, ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais de vérité définitive. Et donc, pour moi, ça a été aussi une révélation de reprendre toutes ces études-là, parce que j'ai pu relire en structurant des choses que j'avais déjà appréhendées, mais sans avoir le fil conducteur théorique, en fait, pour le faire. Donc, j'ai trouvé ça très aidant. Et donc, dans les paradigmes, pour moi, qui montrent, au-delà de la partie sociétale, c'est hyper important aujourd'hui de changer, d'agir et de changer les modes d'organisation, c'est qu'on peut constater que en fait, sur le plan psychologique, les gens sont en train de bouger. On voit, en fait, à chaque époque, on voit l'émergence de pathologies, notamment mentales. Moi, c'est un des trucs qui m'intéresse beaucoup, mais les pathologies à la mode, en fait, suivant les époques. Et on a eu on est passé de l'hystérie. Ensuite, il y a eu toute une phase où on était plutôt sur de l'obsessionnel. Et puis, en fait, là, maintenant, on est passé à une phase où on est sur des troubles de l'attention.
des burn-out, etc. sur les entreprises. On a la grande pathologie à la mode. Je dis à la mode parce que c'est vraiment le cas, hein, c'est que d'un coup ça émerge, on ne sait pas trop comment c'était avant, mais enfin là d'un coup c'est la bipolarité. Donc c'est vraiment et en fait c'est comme si je trouve que la partie psychiatrique est intéressante parce que c'est un mini prisme qui donne une indication d'un mode de fonctionnement d'une société. Pour moi, l'hystérie, ça donne plein d'indications sur ce qui était à l'époque la société par rapport aux femmes et à leur place. Et je trouve que la bipolarité, ça d'être entre des phases de dépression et des phases d'excitation intense, finalement reflète assez bien ce que aujourd'hui la société fait vivre aux gens qui la constituent. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'analyser avec ce prisme-là. Et en fait, moi, ce que je trouve toujours bien, c'est de prendre un prisme, un angle, et de regarder avec, du coup, un angle théorique des sujets qui sont pas directement liés. C'est-à-dire regarder le management avec ce qu'on peut apprendre sur l'éducation des enfants. J'ai trouvé ça aussi hyper intéressant, par exemple. Donc, et en fait, il y a déjà des choses qui sont faites autour de ça, mais c'est bien de reconnecter à ça. Et moi, ça m'a été utile. Et donc, pour avancer sur les réflexions que je peux avoir autour de ces entreprises libérées, donc au-delà de toute la construction de ce modèle d'entreprise qui en soi est un sujet intéressant, il y a la question qui se pose de la pérennité. Parce que c'est ce que j'ai traversé en fait. C'était beaucoup un retour qui était fait, au-delà de la pression qui pouvait être mise sur les salariés ou de la difficulté à supporter ces changements. En fait, il y a une question qui se posait mais finalement, ces entreprises, est-ce que ces modèles, ils sont pérennes? Et en effet, il y avait pas mal de cas où on voyait que quand le dirigeant partait, ça a été en partie le cas chez Poult, pas complètement, bon, je pourrais revenir dessus. Mais en fait, quand le dirigeant partait, celui qui avait la vision, ce qui est donc antinomique avec l'idée de démocratiser, puisque si le dirigeant part, en fait, si on a démocratisé, théoriquement, ça devrait continuer comme avant. Souvent, les modèles n'étaient pas pérennisés. Et en fait, le constat que j'ai pu faire, c'est que pour l'instant, en tout cas, et c'est un peu les deux tensions qui existent, et c'est un peu pour la partie post-Covid, ce qui moi actuellement me préoccupe, on va dire, c'est qu'il y a une tension qui existe entre l'évolution sociétale, la vision qu'on peut avoir quand on prend du recul sur cette évolution. Donc, je vous donne un petit éclairage psycho parce qu'il n'est pas souvent fait, mais il y a des tonnes d'angles. Là, on peut prendre l'angle économique, l'angle écologique. Enfin, il y a plein d'angles qui montrent qu'on n'est plus dans la même société qu'avant. Et en même temps, on a des systèmes d'entreprise, d'organisation, d'écoles qui n'évoluent pas au même rythme et pour des raisons qui ne sont pas que liées à une inertie de changement. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, ce qui s'est passé en fait au sein du groupe Poult, c'est qu'à un moment donné, il y a une forme d'angoisse existentielle. Alors, l'actionnaire n'est pas censé être émotionnel, mais l'actionnaire n'est qu'émotionnel, selon mon expérience. C'est-à-dire que l'actionnaire est extrêmement anxieux de revenir, de montrer qu'il est bon, déjà, première chose, et ensuite de revenir, d'avoir un retour sur investissement qui soit au niveau de son investissement. Ce qui est légitime, puisque c'est la raison pour laquelle il fait ce travail et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'acheter l'entreprise, en fait. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a dit ça, donc on pourrait se dire, bah oui, bon, une fois ça dit, peu importe finalement la manière d'y aller, du moment que ça a produit des résultats. Et en fait, ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la perte de contrôle, l'impression de perte de contrôle, et je vais après faire le parallèle avec ce qu'on peut constater sur des crises comme le Covid, l'impression de perte de contrôle, qui n'est parfois qu'une impression, qui est liée au prisme qu'on a dans la façon dont on regarde les choses, en fait, elle est très, très angoissante pour un actionnaire. C'est-à-dire que dès que l'actionnaire, vous lui dites, non, mais t'inquiète, dans 3 mois, ce sera réglé le problème. L'actionnaire, il fait, mais déjà, ces 3 mois, c'est trop long. Et puis ensuite, il dit, mais comment vous allez faire? Et là, on dit, on va réunir des gens, on va discuter avec eux, on va avancer tous ensemble, et on va trouver une solution. Et en fait, on l'a fait. C'est-à-dire que quand je dis ça s'est pas forcément arrêté quand Carlos est parti, c'est qu'on a eu 1 an. Moi, je suis encore restée 1 an après, où c'était du coup Mehdi Barada qui avait repris le pilotage de l'entreprise, donc à la demande de l'actionnaire, parce qu'il y avait donc des divergences qui font que Carlos était parti. Et en fait, on a continué, notamment, on a travaillé sur un sujet qu'on avait mis plutôt de côté, qui était le sujet des coûts. Comme on avait beaucoup travaillé sur le développement et que ça avait bien fonctionné sur le plan vraiment de la performance au niveau de la top line, on avait par contre laissé un peu dériver, parce qu'on s'était pas intéressé particulièrement à ce sujet, la partie coût, optimisation des coûts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de faire cette partie-là comme on avait fait les autres, c'est-à-dire collaborativement. Donc, on a donné aux gens des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes reprendre le pilotage de ce sujet-là, sur lequel ils n'avaient pas eu de quoi jusque-là faire finalement le nécessaire, quoi. Mais le problème, c'est que ça prend plus de temps. Mais le résultat, c'est qu'on s'y est mis en juin 2016. Et en fait, en février 2017, mais au moment où l'actionnaire avait déjà décidé de rechanger de président parce que vraiment, il comprenait définitivement rien à la manière dont on travaillait, les résultats étaient là. Hein. C'est là où ça devient un peu fou, mais c'est pas suffisant de résultat. Il faut que la personne, elle puisse comprendre, garder une illusion de contrôle, et ça s'appelle vraiment l'illusion de contrôle, sur le système. Et vraiment, il y a ce côté où on se dit, attends, mais si on touche comme ça, la règle, c'est que ça va faire ça à tel endroit et on va savoir ce qui va arriver à la fin. En fait, non, ça marche pas comme ça. Par contre, l'illusion qu'on puisse le faire, c'est très important pour être rassuré.
parce que c'est il y a beaucoup d'enjeux, hein, et les enjeux sont très émotionnels. Et donc au final, en un an, on avait réussi à augmenter l'EBITDA de 10%, grâce à l'économie qui a été faite par ce travail sur les coûts. Mais entre-temps, le patron a changé, et puis là, c'est parti un peu en cacahuète. Et donc là, en effet, à ce moment-là, avec un changement de présidence, moi j'avais eu l'illusion, alors c'est là où j'ai un biais cognitif très fort, moi, autour de la force du collectif, et du fait que si on est dans une direction qui développe les personnes, en fait, on va y rester. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout, et qu'en 2-3 mois, finalement, assez vite, en instillant un certain nombre de choses, hein, de mécanismes un peu d'angoisse, de peur individuelle, ça fait très vite remonter chacun a peur pour son poste. Les gens qui se sont dit, moi, je peux pas travailler dans ces conditions, sont partis très rapidement. Ça a été mon cas. Moi, j'ai fait un burn-out en 3 mois, hein, dans ce nouveau système, et où il y avait un petit côté assez pernicieux du système, dans le sens où moi, j'ai été promue, mais tout en m'enlevant les 3/4 de mon périmètre. Et finalement, un endroit où je pouvais plus du tout dire aux gens ce que j'entendais, ce qui était assez horrible, ce que j'entendais me convenait pas du tout. Alors c'était classique, hein, c'était pas, j'avais juste pas eu l'habitude, parce que moi j'étais montée dans une organisation finalement où on disait les choses et où on était plutôt dans une approche bienveillante, et non pas orientée exclusivement sur la performance. Et après, finalement, en quelques mois, quasiment, sur le siège social, il y a les 3/4 des gens qui sont partis. Après, ils ont aussi décidé de le déménager, donc je pense que ça n'a pas aidé. Mais ça arrangeait plutôt que les potentiels s'en aillent, parce que c'est des gens qui coûtaient plus cher, et ça permettait d'avoir un système beaucoup plus pilotable. Et donc c'est là où j'en viens au point que j'ai mentionné dans l'intro, dans le petit document que j'avais préparé pour aujourd'hui, c'est que il y a une réalité, c'est qu'en situation de crise, il y a au moins l'illusion. Alors, est-ce que c'est la réalité? C'est en partie la réalité. Et d'ailleurs, les gens sont persuadés aujourd'hui, puisqu'on voit que la plupart des gens disent que la Chine a mieux fonctionné sur le Covid que les démocraties, ce qui se questionne, puisqu'il y a aussi toute une question de communication et d'histoire racontée, l'histoire étant racontée par ceux qui la communiquent. En fait, il y a le fait que le système soit très pyramidal peut en effet favoriser des réactions très rapides. Et ça, on a pu le constater. On a vécu des crises, nous, qui nécessitaient beaucoup plus de travail, avec beaucoup plus de monde. Des crises de genre crise du chocolat, je sais plus ce qu'il y avait des trucs qui auraient pas dû être dedans, donc il faut gérer ça. Ah oui, des allergènes qui étaient dans le chocolat. Enfin, ces trucs-là nous prenaient je pense, plus d'énergie sur le court terme pour une réaction plus lente. Qu'un système qui est beaucoup plus dictatorial. Parce que le système dictatorial, il s'en fiche de ce que pensent les gens, en fait. Il dit juste, toi, tu fais. Et la personne, si elle veut pas que ça se passe mal, donc elle pense à sa survie personnelle, elle fait, en fait, en général. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un effet pendant les crises. Je sais pas comment vivent les entreprises en ce moment. Je sais que Poult, maintenant ça s'appelle Biscuit International, ça s'appelle plus Poult. Le système a complètement changé, et très rapidement, ce qui était un peu frustrant pour moi, aussi parce que beaucoup de gens sont partis. Mais en fait, cette entreprise s'en sort très bien en ce moment, avec finalement pas mal de pression sur les gens. Comme ils font des biscuits sucrés sous marque de distributeur, en fait, en ce moment ça marche bien, hein, la grande distribution, et donc c'est des usines qui tournent à plein régime. Et là, je pense que dans ces ordres de bataille-là, on est vraiment, quand on parle de bataille, de guerre, etc., c'est plutôt intéressant d'avoir un système qui est très facile, entre guillemets, on tourne un volant et puis tout le système tourne, quoi. L'avantage qu'on avait, en fait, dans une organisation démocratisée, et moi, c'est la question que je me pose pour la sortie de crise, en fait, par rapport à mon expérience, justement, de Poult, c'est que le problème se pose, hein, si les gens commencent à se demander. C'est toutes les révolutions qui ont pu avoir lieu, si on fait l'analogie encore entre les démocraties et les dictatures, c'est quand les gens commencent à se poser la question du sens de ce qu'ils font. Et en fait, comment dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je constate en regardant un peu ce qui se passe, etc., que tout le monde est en train de s'enfoncer dans ses croyances historiques. On a en parallèle des personnes qui vivent autre chose, qui vivent une autre expérience, mais on a aussi autant de cas. Moi, j'accompagne des boulangers en ce moment, donc autant vous dire que c'est particulier. Mais du coup, il y a une impression de manque de réactivité. Il y a beaucoup de colère qui monte sur des biais cognitifs qui s'auto-entretiennent. C'est-à-dire où les gens ne voient que ce qui leur confirme ce qu'ils pensent, en fait. On en parlait juste avant avec Paul-Antoine et Michel, mais quand ils lisent une information, déjà l'information est biaisée parce qu'elle est faite pour être un peu sensationnaliste, parce que pour que les gens la regardent. Puis ensuite, il y a que le titre et puis quelques lignes. Et puis ensuite, il faut être abonné, mais les gens sont pas abonnés parce que voilà. Et puis ensuite, ils vont commenter pendant des plombes un truc sur lequel ils n'ont pas lu les 3/4 de l'article, et finalement le titre était un petit peu racoleur, on va dire, et ils commentent le titre, en fait.
ils s'engueulent en se commentant le titre. Et en fait, finalement, en lisant les trucs de l'extérieur, on voit qu'ils parlent pas la même chose. Et en tout cas, ils parlent pas du tout avec le même filtre. Et le petit risque que je vois aujourd'hui, c'est que pour les entreprises qui vont vouloir à tout prix retrouver leur performance d'avant et retrouver le système d'avant, et qui vont récupérer en face des personnes qui se sont convaincues que ce système, c'était quand même n'importe quoi. Je pense que il y a quasiment la moitié des gens interrogés aujourd'hui qui disent que finalement, c'est mieux d'être une dictature dans une crise comme celle qu'on traverse. Mais je pense qu'ils ne regardent que ce qu'ils ont compris de l'histoire qui a été racontée. En tout cas, ça c'est aussi ma croyance personnelle. Et ils voient pas tout ce que ça veut dire d'être en dictature en fait. C'est qu'il y a juste le côté on prend ce qui nous arrange et hop. Et là je vois bien que les actionnaires sont en train de ronger leurs freins parce que ils disent qu'est-ce que je vais faire de mon actif une fois que tout ça va être terminé. Et là où je m'étais historiquement, je m'étais dit, mais finalement, on n'aura pas le choix que de revenir vers des modèles qui ont plus de sens. Je crains qu'on aille au contraire vers quelque chose qui va être encore plus en tension que le système précédent. Et donc avec des gens qui seront plus forcément prêts à se plier à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, quelles qu'en soient les causes, qui sont plus ou moins qui sont des causes plus ou moins rationnelles, mais beaucoup de biais cognitifs qui sont en train de se renforcer, puisque les gens tournent dans les environnements dans lesquels en plus ils retrouvent le même système de pensée. C'est mon cas aussi, moi la première, c'est peut-être le cas des gens qui sont autour de la table, mais c'est vrai qu'on a tendance à se retrouver autour des gens qui sont assez d'accord, même si on peut débattre, mais à la fin on a quand même des convictions communes et finalement on se renforce dans ces convictions-là. Et là le risque, c'est que chacun est chez soi et surtout dans ces sphères encore. Quand on va au travail, on se confronte à d'autres systèmes en fait. Là, on se retrouve dans des systèmes où, en plus, les algorithmes étant bien foutus sur les réseaux sociaux, je vois bien que les gens, ils se retrouvent en fait par système d'affinité, de conviction à la fois politique et de croyance. Et par contre, de l'autre côté, on voit que les entreprises sont en train de tirer. Et sur le plan économique, je pense que le système va être encore plus tendu qu'il n'a été avant ce confinement, et pour des raisons compréhensibles, puisque de fait, tel qu'il est prévu, le système, il n'est pas censé absorber tout ce qu'il est en train d'absorber. Donc, en concurrence, on va avoir des gens qui vont sortir en se disant mais est-ce que ça a encore du sens d'aller tous les matins au travail comme j'y allais avant, puisque là ça fait des semaines que je le fais pas et finalement ça n'a pas changé tant de choses que ça, tout en critiquant beaucoup les choses qui ont été faites parce qu'ils ont eu le temps de s'en préoccuper avec des informations plus ou moins validées, et face à et je parle d'actionnaires, mais c'est pas que des boulangers, un gars qui est gérant d'une boulangerie qui a mis tout son argent dans la boîte, il est probable qu'il va devoir faire en sorte que son organisation s'optimise en sortie de crise, parce que c'est pas des systèmes, quoi qu'on en pense, les pertes sont énormes puisqu'ils vendent plus grand chose, et donc il y a quelque chose de très inhabituel dans cette crise, où finalement il est probable que dans le moment de la crise, les organisations les plus pyramidales sont peut-être les plus réactives et les plus efficaces, mais qu'en sortie de crise, celles qui vont remonter la pente, à mon avis, sans fracas et sans douleur, sont sans doute celles qui ont le plus d'ouverture sur ce type d'organisation plus démocratique. La question, c'est cette transition-là en fait que je me pose. Moi, j'avais tendance avec mon petit prisme personnel à me dire non, mais on aura encore moins le choix qu'avant. Et bien, je crains que malheureusement, ce soit encore plus tendu qu'avant la crise. Donc voilà, ça c'est vraiment des réflexions personnelles qui sont liées à ce que j'ai pu voir ces dernières années et à ce que je vois aussi de la psychologie des gens et des gens en confinement, et à la fois donc des personnes qui font le système et de ceux qui vivent dedans. Bon voilà, j'ai ouvert plein de portes, donc je vous laisse me poser les questions qui vous intéressent dans tout ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, Caroline Allard a bien repéré la chose et vient de poser une question. La question c'est, je n'ai pas compris, est-ce que c'est les organisations démocratisées qui vont mieux rebondir ou les orgas pyramidales selon toi? Alors moi, intuitivement, Caroline, en fait, c'est là où c'était la discussion qu'on avait avant. En fait, on a commencé un tout petit peu avant avec Paul-Antoine et Michel, donc j'avoue que j'ai un peu raccourci pour tenir le temps. C'est parce qu'en fait, la réponse pour moi, elle est pas si claire. C'est qu'intuitivement, moi, j'étais convaincue, mais en même temps, je suis en train de regarder les biais cognitifs en ce moment de ce qui se passe autour de moi, donc je suis obligée de prendre du recul sur les miens. J'étais convaincue qu'on ne pourrait pas s'exonérer de revenir sur des organisations beaucoup plus ouvertes et démocratiques après une crise comme celle-là. Moi, je pense que pendant la crise, les systèmes un peu pyramidaux évitent de trop se poser de questions. Après la crise, les questions vont revenir. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que moi, j'étais persuadée. J'avais envie de croire, mais plus ça va, et finalement, plus je me dis que c'est sans doute un biais, que on n'aurait pas le choix que de travailler différemment après, parce que on allait arriver dans un système où, en plus, le virus sera pas parti, donc il va falloir faire différemment. Le sens va se mettre à d'autres endroits, parce que les gens auront passé du temps en famille, ils auront aussi, pour ceux qui ont pu, il y en a d'autres qui ont eu l'impression de trimer pour les autres, quand même, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut pas négliger, justement sur d'autres types de métiers. Et en fait, je me disais, on va remettre les priorités, dans la continuité de ce que j'évoquais sur les raisons pour lesquelles il faut que ça change. Je trouvais que ça venait rajouter encore
des raisons pour lesquelles il fallait que ça change. Et finalement, je me rends compte quand je regarde ce qui se passe autour, les informations, les fonctionnements de tout le monde et ce que je constate en fait autour de moi, c'est plus ça avance et plus je le constate. Je me dis que c'est un peu voilà, c'est mon biais personnel parce que je reste convaincue sur le plan comment dire humaniste et organisationnel et aussi parce que c'est ce que j'ai vu, que c'est le système vers lequel il faudrait qu'on aille, que c'est le système que normalement on devrait attendre quand on a eu une crise qui nous confronte tellement au sens des choses. Et en fait, je suis aujourd'hui quasiment certaine que c'est pas du tout la direction dans laquelle on va aller et que ça va générer beaucoup de tensions parce que ça, c'est quand même des choses qui vont être dans les attentes, parmi les attentes des personnes qui vont revenir en se disant mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je vois beaucoup de gens aussi qui se posent des questions. Alors moi, aujourd'hui, je suis coach parmi les métiers que je fais. Beaucoup de gens qui se posent déjà historiquement pas mal de questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire de leur prochaine partie de carrière professionnelle. Je pense que ça va exploser. Mais je pensais que ça pourrait être systémique. J'espérais que ça serait systémique. Mais je crains que ce soit plus individuel que systémique. Voilà, je sais pas si la réponse est très claire, mais parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse claire à ça. Mais en gros, je pense que le système va pousser pour que les organisations les plus pyramidales et les plus optimisées possibles permettent à l'économie de se redresser le plus vite possible. Voilà. Que ça vient d'en haut et que on peut pas forcément y faire grand-chose sur le plan des idées. Ouais, alors la question d'après sur comment vous situez-vous par rapport au modèle développé par Frédéric Laloux. Pour moi, c'est un des bouquins les plus intéressants qui ont existé sur ce sujet des entreprises libérées sur le plan de la conceptualisation des modèles en fait. C'est d'ailleurs un cadre que je peux utiliser en termes d'analyse des modes d'organisation. Des modèles d'organisation, d'ailleurs, il doit faire partie en plusieurs versions des bouquins que j'ai derrière moi. La limite, c'est que c'est comme tout modèle, c'est qu'il a un côté forcément restrictif, hein, parce qu'on découpe en quatre. C'est-à-dire que, en gros, je suis assez d'accord, je reprends sous les yeux, mais je suis assez d'accord sur la façon dont il structure. Je trouve qu'elle est intelligente et qu'elle prend en considération ce que moi j'ai vu des organisations. On a pu voir en plus qu'on pouvait osciller entre les différents. C'est pas des stades pour moi qui sont nécessairement par contre séquentiels. Je pense qu'on peut vraiment osciller d'un stade à l'autre et qu'on peut aussi avoir des effets de comment dire, de tension, de contraction, suivant les stades, les périodes dans lesquelles se trouve l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut être dans une entreprise à un moment revenir à des modes conformistes parce qu'on en a vraiment besoin. Et je l'ai vu dans des entreprises libérées, se replier en fait dans des vraies crises du type une crise qui met en danger la société, l'entreprise, décider de plans sociaux de façon collaborative, ça devient plus compliqué en fait. Et donc, à un moment donné, parce que l'entreprise, elle n'a pas le choix que de faire ça, du coup, pour moi, il peut y avoir des allers-retours. C'est pas forcément séquentiel. Et après, c'est un peu comme tout modèle. Après, le bouquin en tant que tel, je trouve vraiment très bien fait. Les modèles, ils sont un peu restrictifs, mais ils permettent de mapper. Je trouve que c'était un truc qui m'a plu mieux, en tout cas, ce que moi j'ai pu vivre sur les organisations. Voyons. Alain demande, est-ce que tu peux développer le rapport entre hystérie, burn-out et bipolarité comme révélateur d'une société? Alors ça peut partir pendant des heures là-dessus. Alors en fait, quand on commence à étudier la psychologie, j'ai vu que Linley connaissait un peu les sujets aussi de psycho. En fait, on s'aperçoit que au-delà des courants conceptuels qui se sont succédés, de l'envie de théoriser qui est largement, qui est très complexe dans un domaine comme la psychologie, donc il y a plein d'écoles, ça foisonne dans tous les sens, les mecs réinventent le truc, en fait ils l'écrivent différemment. C'est comme en management, en fait, on trouve un peu la même chose. Mais ce qui est intéressant pour moi, et c'est pour ça que je trouve, je fais du bénévolat en hôpital psychiatrique depuis quelques années, et je trouve ça hyper intéressant aussi, c'est que pour moi, la maladie mentale n'est que le reflet. Et la maladie mentale, je parle de la mise en contexte de la maladie mentale dans une société. Ce qui se passe dans une société, c'est que nous, par exemple, l'hystérie, burn-out, la bipolarité, pour moi, c'est caractéristique des sociétés occidentales. On va même pas forcément sur de la pathologie de ce type quand on est dans des sociétés qui sont culturellement marquées différemment de la nôtre. Et ce qui est pour moi un marqueur de la société, c'est par exemple, en fait, et les praticiens vous le disent, et peut-être même c'est théorisé quelque part, je l'ai pas forcément lu, mais je suis certaine que ça l'est, c'est que, en fait, en fonction des périodes, il se passe des modes. En ce moment, on a aussi beaucoup les hauts potentiels, que tout le monde ici certainement connaît très bien. Hauts potentiels, le trouble de l'attention, et aussi un autre sujet, sont des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. La bipolarité, c'était un truc qui était conceptualisé, mais qui n'existait pas forcément en tant que tel. Et l'hystérie existe quasiment plus. L'hystérie, alors je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent pas forcément, l'hystérie, c'était les trucs de Freud par excellence. C'était les cas c'était ces femmes là qui d'un coup manifestaient des symptômes physiques. Alors hystérie, ça vient d'utérus en plus, des symptômes physiques de maux qu'elles n'avaient pas.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mot de maladie en fait, mais d'un coup, elle se retrouvait paralysée. Et en fait, à la fin, le principe, c'est que c'est une société qui est très contraignante pour les femmes notamment. Et donc, la théorie sociale qui va autour de cette pathologie, qui était genre, c'était le truc vraiment qui a été étudié par tous les psychologues de la fin du 19e siècle. C'était vraiment lié au rôle, enfin la place très finalement peu valorisante et en tout cas très peu épanouissante de la femme, qui finalement à un moment donné venait jouer dans son corps quelque chose qu'elle n'arrivait pas à mettre en scène ailleurs. Et ça n'existe plus. L'hystérie aujourd'hui, elle est partie. Et ensuite, ce qui se passe, enfin, et là je passe, il y a certainement, alors j'ai pas forcément fait l'historique de tout ça, mais c'est les réflexions qu'on entend aujourd'hui quand on va en cours de psycho à la fac, c'est qu'aujourd'hui les praticiens sont fascinés par l'émergence de pathologies et une surpathologisation, parce qu'à un moment donné, quand un truc est à la mode, en plus tout le monde l'a. C'est-à-dire que le praticien étant, par son prisme aussi, c'est le propre biais du praticien, très marqué par les dernières recherches qui sont en cours, à un moment donné, il a tendance à avoir ce biais-là aussi, quoi. Donc là aujourd'hui, par exemple, dès qu'il y a beaucoup de gens qui sont au potentiel, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais avec des outils qui sont, enfin, je pourrais aussi en parler des heures, mais qui sont pas toujours très adaptés pour évaluer cette partie-là. Mais d'un coup, le prisme est mis sur ces sujets-là, et c'est pour moi à la fois le fait que le prisme soit mis dessus, mais parce que il y a une émergence de choses qui permettent de mettre le prisme là-dessus, c'est une indication d'une société. Donc là, pour la bipolarité, le burn-out et les troubles de l'attention et le haut potentiel, qui sont un peu les trucs qui tournent en ce moment, pour moi, l'indication, c'est que d'une part, on voit ce qu'on regarde, donc la société regarde ça, et d'autre part, on somatise ce qu'on vit. Et la société génère en fait cette somatisation. Mais je parle de société occidentale. Encore une fois, je suis même pas sûr qu'on diagnostique ce type de. D'ailleurs, ça, c'était intéressant aussi en psychiatrie, c'est que je suis pas du tout sûr qu'on diagnostique ce type de pathologie culturellement dans d'autres civilisations, enfin dans d'autres cultures en tout cas. Alors, merci Anne-Sophie, je suis conseiller en stratégie. Mes clients aujourd'hui sont dans une logique de survie. Ouais. Vont devoir laisser partir des personnes importantes, revoir les investissements et projets. Quelle est ta vision sur l'état d'esprit des personnes qui vont retourner au boulot et les précautions à prévoir? Alors moi, ça m'inquiète énormément, ça, hein, j'avoue. Et alors, j'ai pas répondu sur le burn-out parce que le burn-out, c'est un tout petit peu à part. Le burn-out, c'est la question du sens qui se présente. Et finalement, pour moi, le burn-out, c'est la pathologisation du sens. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne trouve plus de sens, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Donc, moi, j'ai travaillé franchement, vous voyez, j'ai fait une prépa, tout ça, vous voyez à peu près ce que c'est. Ça allait très bien. J'adorais travailler, je travaillais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, tout ça. Le problème, c'était pas de trop travailler. Quand j'ai fait le burn-out que j'ai fait en 2017, c'était la conséquence, non pas que je travaillais moins qu'avant, hein, parce que j'avais 20 personnes dans mon équipe, et j'avais plus que 3 personnes dans mon équipe, 4 personnes, et j'avais plus que les RH. Alors, c'était pas du tout mon métier, et du coup, c'était pas les RH genre innovation managériale, hein, alors qu'avant, je m'occupais aussi de marketing, d'innovation et de R&D. Et donc, en fait, ça a été vraiment une crise de sens. Et moi, pour moi, le burn-out, c'est une crise de sens. Et donc, finalement, quand cette pathologie s'invite dans le monde du travail, c'est une manière pour les êtres humains qui ne trouvent plus leur place là. Le corps, finalement, vient mettre en scène quelque chose de l'ordre de puisque je trouve plus ma place, je vais, on crache quoi en fait, parce que et pour moi, d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Hein, le burn-out, c'est plus une question de sens, et dont la question de Linley que j'évoque là, que je viens juste de lire, correspond à ça. Je pense que ça va être très très dur. Je pense qu'il va y avoir. Alors, encore une fois, je relativise aussi parce que on a ce biais nous. Et moi en particulier aussi parce que mes clients ressemblent aussi sans doute au vôtre, Linley. Mais c'est moi qui accompagne aujourd'hui les boulangeries, c'est pas du tout la situation. Hein. Les mecs sont contents de retourner travailler, les vendeuses, les machins, ils vont être super contents. Il y a ceux qui auraient voulu ne pas travailler, qui sont obligés de travailler quand même. Ceux qui ont, il y a plein de choses comme ça. Ceux qui travaillent plus mais qui voudraient bien revenir parce qu'ils s'emmerdent chez eux. Les questions existentielles concernent pas de même manière tout le monde en fait. Il y en a qui voudraient juste avoir leur salaire comme ils l'ont d'habitude pour avoir leur vie d'habitude. Le problème, c'est tous ces gens. Donc Renault est un bon exemple. On a ici dans la région, on a d'autres grosses entreprises, région toulousaine. Il y en a quelques-unes qui sont comme ça aussi. On parle de gens qui sont très éduqués. Moi, Renault, ce qui me frustrait, c'est que je voyais des mecs en placardisés, alors que c'était les gens les plus intéressants de la société. Moi, j'allais discuter avec eux, j'avais 25 ans, et je me disais, mais pourquoi ce gars qui est vachement plus créatif que tous ceux que je croise, qui ont des postes de direction, finalement, il a ce métier, alors je ne citerai pas le métier, mais qui vraiment était en marge de l'entreprise, et ça faisait 10 ans qu'il était là, et franchement, il avait fait, en l'occurrence, l'exemple, c'était quelqu'un qui avait fait l'ESSEC, donc qui était vraiment quelqu'un de bien câblé, mais pas câblé comme l'entreprise l'attendait. Et là, en fait, je pense qu'on est il y a plein de gens qui sont en train de se reconnecter je vois d'ailleurs les questions que se posent les personnes, même que j'accompagne. En fait, on va se retrouver avec des personnes qui vont revenir, qui vont se demander qu'est-ce qu'elles foutent là. Et ce, d'autant plus que le système va être encore plus contraignant qu'avant. C'est-à-dire que je vois bien l'actionnaire qui dit il va falloir produire très vite. Et en fait, ces gens-là, ils vont revenir comme on revient de grandes vacances, mais sauf que là, c'est pas des grandes vacances. Hein. Beaucoup de gens travaillent, mais ils travaillent différemment. On est vraiment dans quelque chose. Certains ne travaillent pas. Et puis ils vont revenir dans cette boîte. Déjà avant, ils savaient pas trop pourquoi ils étaient là.
Là, ils se rendent compte que pendant 3 mois, ils peuvent faire du chômage partiel. Le monde n'a pas changé, hein, voilà. Et ils vont venir. Donc déjà, ils se posaient la question avant. Je peux vous dire que ceux qui se posaient la question avant, je pense qu'il va y avoir un gros sujet. Il y a déjà un gros sujet. Les boîtes mettent un peu sous le tapis ces histoires-là, mais je pense que oui, celles qui ont beaucoup de cadres sur des métiers un peu intermédiaires dont on ne sait pas toujours à quoi ça sert parce que tout est très découpé, on peut s'attendre à ce que ce soit difficile. À passer le premier côté, ça y est, je retourne travailler, les gens vont dire, mais pourquoi je passe 1 heure dans les bouchons le matin, pourquoi je passe 1 heure dans les bouchons le soir, pourquoi finalement quand j'étais à la maison c'était pareil, et voilà, mais ça va, je crains que ce soit pas assez structurel et que ça fasse du mal à des gens individuellement, ouais, ça va être compliqué sur ce point-là. Pareil, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors ensuite, alors mobiliser les non-leaders, donc pas qu'elle dit, comment mobiliser les non-leaders, non innovateurs. Je prends l'exemple d'un prof psychiatrique qui a finalement décidé qu'il fallait écouter les malades, même les plus atteints. Or, dans les entreprises, beaucoup de gens étaient littéralement abrutis par des routines. Ils interprètent même la crise actuelle de façon tragique. Comment les écouter ou ne pas? Et je vois qu'il y a des gens qui interprètent, qui sont dans des entreprises ou qui sont tout seuls, qui interprètent la crise du Covid comme étant, alors soit envoyé par je sais pas qui pour... ah oui, cette théorie du complot. D'accord, oui, c'est ça le façon tragique. D'ailleurs de complot, même quelquefois enfin un truc qui de toute façon n'a pas du tout le sens qu'on raconte, voilà, un peu la théorie du complot. Et bon, et voilà, ça c'est ce qui se passe. Alors, je crois pas qu'on puisse les faire facilement changer d'avis. Ah non, alors là, on parle de. Alors, il y a un truc quand même pour répondre à la question. Il y en a dans les entreprises de la même façon. Ah oui. Non, mais alors, en plus, on les a. Et puis, accessoirement, ce que je vous expliquais, c'est que ce qui fait que c'est compliqué de changer et de maintenir le changement, parce que changer, c'est une chose. Hein. Après, la question, c'est vraiment comment. C'était un peu mon point d'aujourd'hui, c'est comment ça se maintient dans la durée. C'est loin d'être simple. C'est que on est conditionné, formaté. Enfin, si on crée une société d'innovateurs et de rebelles entre guillemets. La société, elle pète en fait. C'est-à-dire, ce qu'il faut dans une société, c'est trouver le bon équilibre entre des conformistes, entre guillemets, et la société, elle se construit. Enfin, elle est foutue pour que on sorte des conformistes. L'école, elle est prévue comme ça. Enfin, à un moment donné, si tout le monde, enfin, c'est la définition de l'innovation à la Moscovici, mais si tout le monde était dans une logique de remettre en question en permanence, alors en plus, il y en a qui le font malheureusement de façon un petit peu décalée, mais remettre en question de façon pertinente en permanence tout ce qui existe, ben là en fait c'est compliqué, ça devient compliqué pour la société. Donc la société, c'est pas son intérêt en tant que société, c'est pas son intérêt d'avoir que ce type de profil-là. Donc elle fait pas en sorte d'en avoir tant que ça. Et on a d'ailleurs du mal à les recruter quand on est dans des entreprises qui auraient. Nous en fait, ce qu'on faisait, c'est pour ça que je disais, il y a finalement 3/4 des personnes qui sont parties au siège. C'est ces profils-là qu'on avait recrutés. Finalement, tout le monde n'est pas heureux dans une entreprise qui est organisée en mode démocratique. On demande aux gens leur avis, où finalement ils prennent plus de responsabilités indirectement. En tout cas, ils peuvent sentir plus de pression sur leur niveau de responsabilité, même si c'est pris en charge par le groupe. Ça peut quand même être plus compliqué à assumer pour certains. La stratégie en gros, ce que j'ai lu et après ce qu'on a fini par faire, au départ, on passait beaucoup de temps à écouter les gens qui étaient pas d'accord, qui voulaient pas. Alors on leur répondait toujours, on a toujours continué à leur répondre. Et puis on essayait de prendre en compte. Ah bah oui, mais machin il veut pas ci, puis il veut bien ça. Et puis en fait finalement on s'est rendu compte que ceux qui se plaignaient et c'est ce que disent en général les théories du changement, c'est surtout ceux qu'il faut pas écouter. Enfin il faut à un moment donné, faut répondre un peu, faut respecter les avis de ces personnes-là, mais jusqu'à un certain point parce que sinon vous immobilisez le système. Et ce qu'on a constaté dans les changements, parce qu'on a quand même fait des gros changements d'organisation, moi j'ai piloté des changements d'organisation dans des usines de production, ce qui est loin d'être une évidence, surtout quand c'est les personnes elles-mêmes qui réfléchissent à la nouvelle organisation. Et en fait, à un moment donné, on répondait à tout le monde, et puis à un moment, on arrêtait de répondre. C'est qu'une fois que la décision était prise, avec vraiment des processus qui étaient quand même assez bien robustes pour considérer que la majorité en tout cas avait été prise en considération, en fait, on arrêtait. On considérait que la décision collective était actée. Et ce qui se passait, ce qui était assez fascinant, c'est que les plus véhéments, une fois le changement acté, c'est un peu la balle qui tombe, vous savez, c'est ce que je disais sur la balle qui tombe d'un côté ou de l'autre du trait, pouvaient être parfois les plus porteurs du changement, très paradoxalement. Et finalement, ils passaient trop de temps avant, au moment où ils sont pas convaincus, c'est que finalement, ils peuvent devenir des promoteurs alors qu'ils étaient les plus opposants. Si ils basculent dans leur tête, on sait pas, et c'est pas nous qui, alors vraiment, faut être très humble parce que déclencher ce déclic-là, c'est pas possible. Mais comme ils se sentent le moment où ils se sentent marginalisés, c'est des personnes qui souvent aussi ont besoin de se sentir un peu au centre du système. Et alors il y en a qui partent, mais ceux qui restent, moi j'ai vraiment eu des cas, des très bonnes surprises de gens qui d'un coup s'appropriaient le nouveau système en se disant ah bah tiens finalement je peux être moi-même finalement très actif et présent dans ce système-là. Bon après il y a des cas perdus. On n'a jamais obligé les gens
juste en rigolant, mais en fait, il y a une majorité de gens qui se posent la question, qui attendent. Il y a des minorités qui sont plutôt en opposition ou en promotion. Et l'idée, c'est plutôt de trouver un équilibre pour faire en sorte d'expliquer. Mais c'est pour ça que c'est fatigant, beaucoup expliquer. Et puis à la fin, l'idée, c'est que ceux qui veulent pas de rentrer de façon active dans le système, ils doivent au moins y participer au niveau minimum qui est demandé, puisque c'est comme une organisation d'habitude, il y a des règles. Donc, respecter ces règles-là collectives. Mais après, il n'est pas demandé aux gens d'être innovateurs, leaders, etc. de façon systématique. L'idée, c'est surtout qu'ils s'intègrent dans ce système. Et ceux qui n'y sont pas bien, il n'y a pas du tout d'évacuation des gens. Enfin, il n'y avait pas eu ce choix-là qui a été fait, même si parfois, peut-être, ça aurait pu être une bonne idée d'y réfléchir pour tout le monde. Mais en tout cas, l'idée, c'est de les intégrer là où ils sont, quoi. Voilà, je sais pas si je réponds à votre question, mais oui, il y a des cas où il faut pas y passer trop de temps. Moi, c'est mon conseil. Alors, Marie Baumier, est-ce que le fait qu'on mette le prisme dessus n'est quand même pas une bonne chose, même si exagéré, car pas toujours véritablement pathologique, pour aider les personnes dans la gestion de l'impact des dérives de nos civilisations? Juste Marie, là, vous me parlez des pathologies, parce que je suppose que vous avez écrit quand je répondais à une question, mais du coup, je manque de contexte. C'est ce que j'avais compris de la question. Donc, si. Alors, moi, comment dire, quand je dis que c'est des modes, c'est pas dans un sens péjoratif. C'est-à-dire que je trouve que ça donne une indication passionnante sur la société. Alors, moi, je passe beaucoup de temps sur le côté au potentiel, zèbre et tout, parce que je trouve ça hyper intéressant. Ça aide vraiment fondamentalement des gens à retrouver des repères. Alors moi, j'ai choisi de m'orienter vers le coaching. Je fais du coaching et du conseil aussi, donc je continue à faire du collectif, parce que pour moi, l'individuel à la fin, c'est ce qui reste, et c'est pour ça que je m'inquiète aussi pour les gens qui vont revenir en tant que personne individuelle dans les sociétés. Je me suis rendu compte que le changement, ça se travaille aussi. Alors, on n'écoute pas tout le monde, mais après, l'accompagnement se travaille personne par personne. C'est comme les sociétés, on est chacun différent, donc on vient avec tout ce qu'on a, et donc l'idée, c'est d'être pour moi dans l'individualisation à un moment donné. Et l'avantage de ces alors, le problème, c'est d'enfermer les gens dans les pathologies, et alors notamment, alors c'est pas le cas du haut potentiel, ou du burn-out, alors c'est encore autre chose qui est pas toujours médicamenté. Quand pareil, d'étudier en psycho et de regarder un peu la psychopatho, le risque, notamment sur ce qui est, enfin, et d'ailleurs, souvent des confusions, bipolarité au potentiel, parfois il y a des gens diagnostiqués à tort bipolaires, alors que ce serait plutôt une question de haut potentiel. Et aujourd'hui, en plus, comme ça bouge un peu quoi qu'ils en disent, je pense quand même qu'il y a des évolutions dans les fonctionnements psychiques, puisque finalement, on voit que le haut potentiel, c'est beaucoup des connexions un petit peu différentes entre les hémisphères du cerveau. Et au final, il peut y avoir des diagnostics qui enferme les gens. Et la bipolarité a le problème qu'elle est traitée par médicaments et que ça peut avoir un impact qui est plus contre-productif. Autant le haut potentiel va permettre, ou même le burn-out finalement, alors qui peut être aussi médicamenté, mais va permettre à un moment donné éventuellement de faire émerger autre chose, parce que ça permet de comprendre ses propres modes de fonctionnement. Autant, dès qu'on commence à être enfermé dans des sujets comme ça y est, t'es un peu agité de temps en temps, t'es bipolaire, le risque c'est qu'on vous colle des médicaments qui sont dont on connaît pas bien les modes de fonctionnement d'ailleurs. Donc voilà, c'est le problème de la pathologisation quand c'est sous ce plan psychopatho. C'est aussi le problème de l'agitation qui est peut-être pas lié exclusivement à des problématiques de neurotransmetteurs, le fameux trouble de l'attention chez les enfants. Pareil, qui peut être confondu. Encore une fois, pour moi, la partie prismo-potentielle est un petit peu différente parce que je pense que la prise en charge est un petit peu moins violente sur le plan psychique parce qu'il n'y a pas de... Comment dire, il y a pas de médicaments, quoi. Par contre, ça permet de comprendre. Et lire sur ça, c'est-à-dire une fois qu'on vous a dit vous êtes ça, après ça vous décidez ce que vous prenez ou pas d'ailleurs comme molécule, ou de vous enfermer ou pas dans les diagnostics. Mais ça permet vraiment d'avancer. Donc non, moi je suis c'est pour ça que j'adore la psycho et que j'ai pris psychopatho en master. Mais... donc, en que-t-il je pense qu'une organisation qui fonctionne sur le mode entreprise libérée a besoin d'une façon ou d'une autre d'un leadership. Comment le leadership se développe-t-il? Alors oui, tout à fait. Et alors là, c'est plutôt, ça émerge en fait plutôt, c'est là où il y a par rapport à une question que j'avais eue tout à l'heure aussi sur les leaders et les innovateurs, il y a des personnes qui sont plus ou moins, mais c'est la même chose que l'entreprise classique, ceci étant. Dans les entreprises classiques, il y a des gens qui correspondent tout à fait au modèle, qui sont bien dedans, qui s'y expriment, qui s'y épanouissent,
avec parce qu'ils répondent finalement aux attentes du système. Là, le leadership, en fait, il se développe dans ce système-là. Ça va être mon exemple, c'est-à-dire que finalement, moi, je suis rentrée en étant chef de produit marketing. Je suis finie en étant au comité exécutif, machin truc, là où il m'a mis à la fin, mais j'étais déjà l'année d'avant en comité de direction. Finalement, le développement du leadership, c'est pas une notion de promotion, c'est une notion de prendre des places en fait. Et c'est pas prendre des places au détriment des autres, parce qu'en fait, il y a de la place pour autant de gens qui en veulent. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher sur ceux qui naturellement sont écoutés, naturellement sont suivis, qui ont envie de s'exprimer, de donner des idées. Donc c'est un leadership qui est plutôt un leadership de fait qu'un leadership de domination. Mais la limite, c'est qu'en effet, tout le monde n'est pas dans ce type de modèle-là. Après, l'idée, c'est est-ce que quand vous proposez quelque chose, les gens ont envie d'y participer ou pas? C'est comme ça que ça se met en place, hein, vraiment. Et moi, franchement, quand j'étais plus jeune, hein, j'avais, comment dire, une hantise, c'était de devenir manager, parce que je trouvais que c'était trop de responsabilités. Et voilà. Donc, c'était pas forcément mon objectif à la base, mais finalement, je l'étais pas, quoi. J'étais plutôt en soutien et en accompagnement. Et le leadership, du coup, c'est aussi, ça s'accommode vraiment d'une approche qui est pas du tout hiérarchique, qui est dans comment on fait pour ensemble construire quelque chose. Et on est plutôt dans du coaching, en fait, à ce moment-là. Donc, voilà. C'est ce qu'on sait caractéristiques de fonctionnement-là qui, finalement, prennent naturellement la place. Et vraiment, ça se passe facilement. Cette partie-là, le leadership émerge assez facilement. Après, il y a plein d'autres trucs qui peuvent ne pas être aussi fluides, mais ça fonctionne. Bon, après, il y a le management, hein, c'est encore autre chose. Au-delà du leadership, il y a les rôles de management. C'est comme ça, on supprime plutôt les niveaux hiérarchiques. Ça pouvait être un sujet compliqué. C'est-à-dire de ne plus avoir de référents. Et puis, du coup, c'est ce qui fait qu'on n'est pas pyramidal, quoi. Parce que comme c'est très aplati, il y a des leaders dans les groupes qui s'expriment plutôt sur des profils de compétences ou de personnalité. Mais après, il y a une problématique parfois et on avait remis un peu ça en place d'ailleurs à la fin, mais de redonner des référents pour qu'il puisse y avoir une forme de convergence, en fait. Quelqu'un qui puisse donner de l'info, la retransmettre et puis accompagner les gens quand ils en ont besoin de façon légitime. Parce que sinon, qui vous accompagne quand vous avez besoin d'évoluer? Voilà. Donc, ouais, il faudrait que j'y réfléchisse encore. Marie-Aline, que pensez-vous du leadership partagé associant des personnes au profil compétences, caractères complémentaires? Pour moi, c'est l'idéal. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je parlais de leadership et des personnalités. En fait, ce qui se passait, moi, ce que j'ai adoré vraiment dans cette expérience, c'est que, en fait, c'est comme si on pouvait agir sur tout, mais on le fait jamais seul, en fait. Donc pour moi, il y avait vraiment quelque chose de très, comment dire, ce que je vis un peu là aujourd'hui d'ailleurs avec ce groupe de boulangerie, mais c'est que plus on a de profils différents autour d'une table, et plus on a d'idées différentes, et plus finalement on prend du recul aussi soi-même sur ces fameux biais cognitifs qui sont un peu mon obsession actuelle, mais pas que. C'est-à-dire que ça fait des années que je me dis, mais qu'est-ce qui est dans mon mode de fonctionnement, qu'est-ce qui est pour le coup, j'ai quand même gardé un peu de la démarche scientifique que j'ai apprise à l'école, mais qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de mon corpus de connaissances, de mon propre filtre, et du coup, le fait d'avoir, moi j'étais assez fan notamment du MBTI que j'ai utilisé dans certaines des équipes dans lesquelles je travaillais, pour bien justement non seulement avoir ces différences-là, mais comprendre qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter à l'équipe et ce que chacun pouvait apporter aux autres et qu'est-ce qui faisait que parfois on se comprenait pas très bien. Parce que le problème, c'est quand il n'y a plus de régulation, la régulation doit se faire, et ça c'est compliqué, hein, la régulation par les pairs, il faut être d'autant plus exigeant dans la connaissance de soi et dans l'acceptation des modalités d'interaction avec les autres. Donc moi j'y crois vachement. Et je considère, d'ailleurs il y a des études pour le coup qui prouvent, alors que c'est pas forcément sur ce sujet de tous ces sujets-là, profil compétences et caractères complémentaires que vous évoquez, mais les études qui montrent que plus il y a de diversité dans un comité de direction, plus les entreprises sont pérennes. Ça veut pas dire performantes, c'est-à-dire plus elles s'inscrivent dans la durée. On parle notamment de la féminisation des comités de direction. Voilà, ce qui en soi vient amener une forme de variété dans les profils. Il y a quelques études qui ont été faites là-dessus. Bon, malheureusement, c'est compliqué d'avoir des performances. De suivre ça, mais ce qui a été fait était assez intéressant et ça m'étonne pas en fait, parce que ça vient amener de la nuance. De fait, on est obligé de prendre tout le monde en considération, donc c'est vraiment intéressant. Et par contre, c'est la modalité d'interaction qui devient très importante. Ouais. Donc je réponds à la dernière question du coup. Raphaël Barral, on parle beaucoup de résilience pour les entreprises. Pensez-vous que ce terme plutôt issu de la psychologie soit pertinent à l'échelle d'une organisation, et si oui, comment pourrait-elle se manifester, surgir? Des entreprises sont-elles par nature plus résilientes? Alors moi j'avais utilisé le terme non pas pour l'entreprise en tant que telle, mais pour la pérennité de l'organisation type entreprise libérée. Ça se transpose parce que la résilience, en fait, c'est la capacité d'un système à dépasser les crises ou les chocs
en étant, on va dire, en étant plus fort, pour très vite résumer le concept de résilience. Donc pour moi, oui, ça fonctionne pour les entreprises. Et une entreprise résiliente, c'est une entreprise qui va justement et qui est pas forcément tout à fait, malheureusement, c'est pas trop l'ancrage financier dans lequel on est, qui a tendance à être sur des solutions plutôt de court terme et de la performance plutôt de court terme, et qui du coup déshabille beaucoup les entreprises pour y arriver. L'entreprise résiliente, c'est celle qui va, dans la durée, être, pour moi, hein, ça c'est ma définition, mais être capable de dépasser en fait chaque crise et d'en retirer des enseignements et d'être pérenne. En fait, il y en a quelques-unes. Il y a des modèles intéressants sur des entreprises qui sont plutôt familiales, qui réussissent parce qu'elles sont patientes. En fait, je pense qu'il y a vraiment cette notion qu'à un moment donné, si on fait un plan social parce que l'entreprise n'est pas assez performante, en fait, on l'affaiblit énormément. Pour moi, perdre 2/3, enfin moi je suis partie en 2018 de l'entreprise, mais en perdre entre 2017 et 2018-19, dans 1 an et demi, on va dire 30 personnes d'un siège social, pour moi ça permet pas la résilience. Ça amène vraiment plutôt à un risque très fort pour une entreprise parce qu'on perd du savoir-faire, on perd des connaissances. Et il y a une rupture en fait, c'est-à-dire que tout repose finalement sur des gens qui n'étaient pas là 2 ans avant. Et donc finalement c'est cette continuité pour moi la notion de résilience pour une entreprise. Et après il y a plein de systèmes qui le sont, c'est-à-dire pour moi il n'y a pas un système qui l'est plus qu'un autre parce qu'on voit des entreprises très anciennes, comme Renault d'ailleurs dont j'ai beaucoup parlé, qui se remettent à chaque fois des crises, qui sont des patouilles. Voilà, c'est là où pour moi ça se transpose. Après ce qui se manifeste, c'est quand il y a une crise. Là, on va le voir, hein, je pense, parce qu'il va y avoir vraiment des petites entreprises qui vont grave souffrir. Hein, et puis, il y a des grosses qui vont aussi sans doute avoir des difficultés. On va voir ce qui ressort de tout ça. Mais c'est pas forcément que économique, hein, la résilience. C'est aussi une capacité. Et là, c'est là où les entreprises type libérées, démocratiques et tout ont un avantage, c'est que les salariés sont plus à même. On a eu des cas où des entreprises qui étaient en difficulté, non pas faire un plan social ensemble, c'est facile, mais autant demander à des gens qui comprennent le système de faire des efforts plutôt que de faire des plans sociaux. Typiquement, c'est ce qu'on a fait en 2016, hein, quand on a dit aux gens, écoutez, là, l'actionnaire demande une performance plus importante sur les coûts. Ils avaient demandé qu'on gagne les 10%, ils avaient demandé ce pourcentage-là. Et bien sûr, ils pensaient qu'un bon plan social, c'était pas si mal, en fait. Et on a dit aux gens, écoutez, non, nous, on pense que comme on n'a jamais trop regardé, il y a certainement moyen d'aller chercher ces 10% en faisant juste des efforts, tous. Et en fait, là, c'est un système qui permet de faire ça. Et ça a vraiment fonctionné. Donc, même si à la fin, c'est mal terminé sur le plan organisationnel et que le mec qui est arrivé a dit que c'était grâce à lui que tout s'était optimisé, mais voilà. Et donc, la résilience, pour moi, c'est ça. C'est aussi que chaque membre du système se sente assez partie prenante de ce système-là pour avoir envie d'être contributeur ou même de faire des sacrifices pour le bénéfice du système et que celui-ci perdure.